Mon ami Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Et voilà le grand entretien que vous attendez tous, bien sûr, ce matin avec Olivier Delamarche. On va se poser la question de savoir si ce pays moribond et va au crash, est en faillite. On va en discuter, on va essayer d'aborder tous les sujets avec Olivier Delamarche. Bonjour Olivier, comment tu vas? Eh ben, écoute, bonjour Nicolas, tout va bien. Tout va bien. Je reviens de 15 jours en Égypte et je pars m'installer à Genève définitivement. Donc, la semaine prochaine, j'aurai déménagé. Je quitte la France parce que je n'en peux plus de leurs conneries. Ben, on va en parler justement, c'est pour ça que je t'ai invité ce matin, mon cher Olivier. Allez, vous êtes déjà très nombreux sur le live, n'hésitez pas à partager massivement, commenter. Il faut absolument faire monter ces audiences. Vous connaissez les algorithmes YouTube, n'hésitez pas à partager, à liker un maximum. Allez, c'est parti. Toi, Olivier, tu es notamment, tu as une family office à Genève et tu es aussi cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles. Je vous invite à y aller, bien entendu, et à voir de quoi il est question. Cher Olivier, on va faire ça par thème, hein, parce qu'apparemment là-haut, ils font pas ça par thématique, ils font ça par bêtises et conneries, mais nous, on va le faire par thème ce matin. Allez, budget et déficit, 3 milliards de dettes, on est pas mal, on a une belle dette dilatée avec Bruno Le Rigolo, d'ailleurs. 3 000 milliards de dettes. On a 3 000 milliards de dettes, c'est-à-dire en fait, on en a plus, mais tu as une partie qui est toujours camouflée d'une façon ou d'une autre. Tu avais vu récemment le scandale qu'avait sorti, je crois que c'était Charles-Henri Gallois, qui avait sorti l'histoire de la prime d'émission. En fait, on fait des obligues avec une prime d'émission, ce qui fait que la prime d'émission ne rentre pas dans la dette, qui est calculée au nominal, et donc ça permet de faire disparaître un peu de dette, etc. En fait, si tu calcules un petit peu plus sérieusement le niveau de dette, on ne doit pas être très loin de la dette de la Grèce au moment où il y a eu le clash, hein, au moment où il a fallu restructurer la dette grecque, c'est-à-dire au niveau très probablement des 160%. Et non pas 110 comme il est dit. Et donc voilà, après, tu sais, c'est jamais très compliqué de faire de la comptabilité créatrice quand on est l'État et de mettre un peu de dette par-ci par-là et ni vu ni connu, je t'embrouille. Et en fait, mais la vraie dette, elle est bien supérieure à ça, parce que ça, c'est de la dette purement de, je dirais, de trésorerie, la dette comptable, mais on ne compte pas les engagements qu'on a à droite, à gauche, vis-à-vis de l'Europe ou autre. On ne compte pas les engagements sur la retraite des fonctionnaires qu'il va falloir payer, etc. Et donc, tout ça, en fait, s'accumule. Et là, si tu comptes tout ça, tu es évidemment bien au-dessus des 110% qu'on t'annonce joyeusement. Donc voilà. Et puis, comme en plus, là, on ne fait que la grossir, puisque il y a deux choses. C'était le scandale des OAT qui étaient indexés sur l'inflation, qui ont fait que évidemment, on paye un surcoût qui est énorme, alors qu'on n'avait pas à le faire. Enfin, je veux dire, quand on avait des taux à zéro, il suffisait de s'endetter à zéro et pas essayer de nous faire payer plus d'intérêts. Et puis,
il y a aussi, là dernièrement, le plan de relance, le fameux plan de relance européen, où ces imbéciles n'ont pas emprunté au moment où ils ont annoncé le plan de relance, comme ils n'ont pas de moyens, ni les pays non plus, ils sont tous, personne n'a de sous, hein. Donc il fallait s'endetter pour faire le plan de relance. Or, ils ne se sont pas endettés à ce moment-là où les taux étaient à 0, je rappelle, et ils ont attendu. Et donc, résultat, maintenant, si on s'endette pour faire le plan de relance, c'est plus à 0, c'est à 4 ou à 4,5. Et donc là, ça change tout parce que donc on estime le coût, et c'est un coût, c'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même pour essayer de relancer, donc c'est au départ pour essayer d'investir, etc. Mais en fait, ça va nous coûter net 75 milliards d'euros, cette histoire. Donc, on est dans un délire permanent où on a l'impression que plus personne ne contrôle quoi que ce soit et que c'est la course à l'échalote pour en faire le plus possible de dette. Donc, je suis désolé d'être encore pessimiste, mais ça va se terminer mal. Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'endetter comme ça jusqu'à plus soif. Il y a un moment où, évidemment, l'État va commencer à paniquer, les taux vont se tendre, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez retrouver ça dans vos impôts et divers, donc et ça se creuse, mais en permanence. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais un choix qui est fait à un moment qui irait vers un petit peu plus de retenue. Alors, on continue à arroser Monsieur Zelensky pour que Madame Zelensky se paye $1 million de bijoux chez Cartier. Enfin, rien ne choque personne. On est là, on donne du fric. Nous, on travaille, on paye des impôts et tout ça, c'est pour le filer à des gens qui sont corrompus jusqu'à l'os. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Comment tu l'expliques, Olivier? Comment tu l'expliques finalement? Quand tu es à peu près normalement constitué, tu te dis soit ils sont incompétents à ce niveau-là, ou soit c'est autre chose, parce que là, quand tu laisses creuser la dette comme tu l'expliques, à un moment donné, on est face à des intelligences supérieures. Là, hein. Si tu veux, c'est les deux. Ils sont incompétents parce que tu vas pas me faire croire que Bruno Le Maire est compétent en quoi que ce soit, mais c'est pour ça qu'ils ont été mis là, parce que si tu mets quelqu'un d'intelligent, que ce soit comme président ou comme Premier ministre ou comme ministre de l'économie, si tu mets quelqu'un d'intelligent, au bout d'un moment, il peut plus. Enfin, je veux dire, il se dit non, je veux pas faire ça. Là, c'est des imbéciles et c'est des corrompus. Et on les a mis là pour ça parce que justement ils posent pas de questions et ils lisent un texte qu'on leur a donné à lire. Ils comprennent pas la moitié de ce qu'ils font, je pense. En tout cas pour Bruno Le Maire, je pense que c'est certain. Il comprend pas la moitié de ce qu'il fait, mais il est là et puis il lit ce qu'on lui demande de lire, quoi. Donc il y a des gens qui à mon avis, savent un peu plus ce qu'ils font et qui sont là pour... quand tu es endetté, tu obéis parce que tu n'as pas le choix. Enfin, donc, tu appartiens à celui à qui tu dois de l'argent. Donc, on endette les Français parce que comme ça, on va les contrôler, parce que comme ça, on va pouvoir leur refiler un revenu universel, et comme ça, on les aura à la pogne. Donc, tout ça, c'est le droit de propriété qui disparaît, l'immobilier qu'on est en train de faire plonger, ça sert à quoi? C'est totalement idiot quand on y pense. On se dit, ça, je voulais qu'on en parle entre Olivier, parce que il y a beaucoup de nos spectateurs qui sont très inquiets quant à ça, et c'est normal, on est tous inquiets par rapport à l'immobilier. On va en parler, je veux vraiment qu'on aborde ce sujet-là. Mais je voulais te donner une info qui est sortie d'ailleurs hier dans le HuffPost.
L'Élysée a cramé la caisse en 2023. Il termine l'année dans le rouge avec un trou, écoute-moi bien, de 12,4 millions d'euros dans son budget. Et les mecs te disent, ouais, vous comprenez, c'est l'inflation et la très forte activité présidentielle. Mais ces gens se moquent de nous. Même l'Élysée, ils crament la caisse. Mais oui, parce qu'il y a un moment, où, si tu veux, c'est une fuite en avant permanente, c'est-à-dire qu'il y a plus aucune retenue. Il n'y a plus aucune retenue et je pense que ça va se durcir énormément parce que quelque part, ils ont peur aussi de ce qui va se passer. Et ils ont peur que les gens se réveillent et puis quand ils vont se réveiller, ils ont peur que ça se passe mal. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils durcissent le truc, quoi. Et je pense que il y a une espèce de fébrilité malsaine à faire des conneries. Et c'est effarant parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est la mauvaise décision. Donc, au bout d'un moment, tu te dis la première fois, tu te dis bon, ok, c'est un coup de pas de chance, mais à la fin, tu te dis non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être aussi bête, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, ils sont. C'est déjà, au départ, c'est pas des malins, mais en plus de ça, eh bien, je pense qu'ils sont choisis pour ça parce que le plan, quand même, c'est le fameux Klaus Schwab là. Vous ne serez rien et vous serez heureux. Vous ne serez propriétaire de rien, vous serez locataire de tout et vous serez heureux. En fait, on est en train de faire ça. Donc, je te dis, couler l'immobilier, ça en fait partie. C'est-à-dire que tu n'auras plus que des grosses structures qui pourront, des grosses banques, des gros fonds qui pourront être propriétaires. Et puis la population, elle n'aura pas le choix, elle sera locataire parce qu'elle n'aura pas les moyens d'acheter quoi que ce soit et de l'entretenir, etc. Enfin, toutes les normes qu'on a. Tout ça, c'est vraiment pour le faire chuter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre raison que ça. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient en train de réfléchir à mettre la TVA sur la rénovation à 20%. Bon, si tu mets la TVA sur la rénovation à 20%, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de rénovation, il n'y a déjà plus de neuf, donc il n'y aura plus de rénovation en plus, donc c'est fini. Et là, en plus, en amont, on t'oblige à respecter les normes et ensuite on te paie la TVA à 20%. Donc on te prend 2 fois pour un con quand même. Oui. Et on va en parler. Merci en tout cas d'être là ce matin, cher Olivier, d'avoir accepté mon invitation. Allez, vous êtes très nombreux, n'hésitez pas à partager, à liker énormément ce live, à partager sur vos réseaux pour qu'on puisse continuer, chers amis, à faire un don si vous pouvez. Là, on continue. Maintenant, on va parler de la TVA. On va justement parler du carburant, du pétrole. On se rigole. Là, on se régale entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Là, on ne peut pas dire qu'ils sont filous en termes de diplomatie, de géopolitique. Et puis avec ce qu'on nous a dit, rappelle-toi Bruno Le Maire qui nous a dit on ne peut pas baisser les taxes sur le carburant, sinon qui gagne de l'argent, on file de l'argent à Vladimir Poutine. Non mais il est. Moi qui n'ai pas économiste, ça ne me parle pas, quoi. Tu vois. Non, mais il est extraordinaire. Bruno. Mais on le savait. Je veux dire le fait que le pétrole allait rester sur des niveaux importants. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'alliance des BRICS, avec l'entrée de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, ça veut dire que les BRICS contrôlent 80% de la production pétrolière. Ouais, c'est énorme. Et donc, ça veut dire que, à peu de choses près, ça veut dire qu'il hors États-Unis, il ne reste pas grand-chose en termes de production pétrolière. Je rappelle qu'en Europe, avant, on avait des idées et pas de pétrole. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait encore des idées, mais on n'a toujours pas de pétrole, en revanche. Donc, il contrôle le prix du pétrole. Quand tu contrôles 80% de la production, tu contrôles le prix. Et je rappellerai à Monsieur Le Maire que sur un pétrole, sur une essence à 2 euros, Monsieur Le Maire, en taxe, se met 1,20 € dans la poche.
D'accord. Ouais. Donc, faut arrêter de dire que l'essence, c'est les supermarges des pétroliers, etc. Non, c'est les supermarges de l'État, d'abord et avant tout. Alors moi, je pose la question parce que je me rappelle qu'un certain monsieur Macron nous a expliqué qu'à partir de 2030, il souhaitait plus de moteurs thermiques, que des moteurs électriques. Mais dites-moi, monsieur Macron, tous ces sous qui rentrent avec la TIPP, etc., vous allez les trouver où quand vous aurez plus que des voitures électriques? Il va falloir sérieusement monter le coût de l'électricité. Donc, j'annonce à tous ceux qui se sont payés une Tesla que ça va leur coûter bonbon. Ouais, parce que c'est des questions qui se posent à tout le monde, parce que les gens, ils veulent comprendre. J'imagine que ceux qui nous regardent, ils veulent comprendre pourquoi ils payent 2 €, voire 2,10 € chez moi. Elle est à plus près de 2,10 € aujourd'hui, l'essence. Ah oui, et on est moi, j'ai pris l'autoroute ce matin, tu allais même jusqu'à 2,15, tu vois, donc... Ouais, ah oui, non, mais bon, attends, et en plus, ce qui est beau, c'est que ils viennent te raconter derrière que l'État te protège en te donnant, en te faisant un chèque de 100 €, mais il fait le chèque de 100 € avec notre pognon. C'est ça qu'il faut quand même se rappeler, c'est-à-dire que quand l'État vous protège, ça veut rien dire. L'État, c'est qui? C'est nous. Donc, ça veut dire que on nous pique du fric pour nous protéger. Enfin, donc, et toutes les soi-disant contrôles de prix, etc., il y a bien quelqu'un qui paye au final. Et c'est nous qui payons. D'accord? Systématiquement, c'est nous qui payons. Donc, il faut arrêter de voir ce défilé permanent d'Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, etc., qui viennent nous expliquer qu'ils défendent les Français. Non, ils ne défendent pas les Français. Ils les volent, ils leur piquent dans leur poche l'argent et pour après leur redonner un pourboire. C'est ça que ça veut dire, c'est pas autre chose. Donc, ça suffit, quoi. Enfin, ce genre de bêtises, moi, ça me rend hystérique. Ouais, mais tu vois, Olivier, sur tous les plateaux sur lesquels il passe, personne, aucun journaliste leur dira finalement, tiendra ce raisonnement-là, qu'ils peuvent le tenir ils peuvent le tenir en permanence. Mais évidemment, il n'y a plus de journalistes. Donc, les journalistes, excuse-moi, c'est des passe-plats. Et en effet, personne ne va aller contre les bêtises de Monsieur Le Maire ou de ses sbires. Donc, mais la réalité, c'est ça. Enfin, je veux dire, l'État, c'est pas une entité avec un gros chéquier, etc. C'est bien votre argent. Donc, notre argent. Donc, le problème, il y a. Et donc, ça veut rien dire quand on est là en train de se vanter d'avoir protégé les Français, d'avoir empêché Non, on n'a rien protégé du tout. On a piqué dans les poches des Français pour leur redonner un tout petit peu après s'être servi largement. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on est la classe politique en France, je pense, et n'a rien à envier à certains pays d'Afrique. On est aussi corrompus qu'eux. Alors, on va continuer là-dessus parce qu'on va parler de Bruno Le Maire et l'enrichissement de Vladimir Poutine si on baissait les taxes. Mais il y a Emmanuel Macron aussi qui nous a tenu une petite ritournelle le dimanche dernier avec c'était de l'interview Serpierre. C'est l'interview Serpierre XXL et il nous a dit que la taxe sur les carburants, ça finançait la transition écologique, nos hôpitaux et puis nos régions. Voilà, donc on est quand même assez étonné parce que la Fédération hospitalière estime qu'il manque aux hôpitaux 1,9 milliard d'euros pour 2023 et 2 milliards pour 2024. Donc manifestement, lui aussi il raconte un peu n'importe quoi, Emmanuel Macron, notamment sur le découpage de ce que finance la taxe. Totalement n'importe quoi. Enfin, moi, je l'ai pas écouté parce que sinon j'aurais cassé mon poste de télé. Je sais. En fait, quand il ose dire nous avons baissé les impôts parce que moi la taxe foncière c'est pas moi. Il se fout de la gueule du monde. Enfin bon, donc c'est en permanence. Ce qu'il faut quand même aussi que les Français sachent, c'est que
par exemple, le diesel, on l'achète à la Russie. Et on continue à l'acheter à la Russie. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas le faire directement, on passe par l'Inde. Donc, en fait, qui est-ce qui se fait du fric dans cette histoire? C'est l'Inde. Et les Russes, ils continuent à vendre comme avant, sauf que ça fait un petit tour par l'Inde avant de revenir chez nous. Donc, tout ça, c'est ridicule. On est dans des histoires de posture en disant l'inflation, c'est à cause de Poutine. Si on baisse les taxes, ça va dans la bouche de Poutine, mais on se fout de la gueule du monde. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'accord ? Il peut baisser les taxes, il peut baisser la TIPP. Je vois pas en quoi ça va arriver dans les poches de Monsieur Poutine. C'est ridicule. D'accord ? Et je te dis, en plus, il se trouve que le pétrole, le gaz, il y en a une grande partie qui arrive en France après avoir fait un détour parce qu'il ne faut pas l'acheter officiellement à la Russie, mais il vient quand même, c'est du gaz russe, hein, c'est du pétrole russe, c'est du diesel russe, et ça arrive chez nous. Donc, on se fout de la gueule du monde. Et tout ça pour continuer à donner de l'argent à fond perdu à un type qui est le summum de la corruption, qui est Zelensky, et on continue parce que ça fait des morts, on vend des armes, on est content, etc. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose de grotesque. Alors, il est évident qu'après avoir été si loin que l'Occident l'a été en matière de lutte contre Poutine, il est évident que c'est compliqué de faire marche arrière. Ah oui. Là, en plus, tu passes vraiment pour un con. Donc moi, j'ai écrit il y a quelques mois, j'ai écrit que pour moi, militairement, c'est plié. Hein, donc, il y a une supériorité russe qui est flagrante. Donc, pour moi, c'est totalement plié. Et puis ça, déjà depuis un moment. Mais enfin bon, on continue parce que c'est quand même drôle de tuer des Ukrainiens. Hein, plus il y a de morts, plus on rit. Donc, pour moi, au niveau purement militaire, c'est fait. D'ailleurs, on sent bien les Occidentaux qui sont quand même moins enclins à aller mettre des chars pour se les faire détruire. On sent aux États-Unis que Biden tient plus ce qu'il voulait et que ça commence à faire des frictions, ce qui est bien, hein, parce que ça suffisait. Et donc maintenant, pour pouvoir, je dirais, négocier sans trop perdre la face, je pense qu'il faut un changement d'acteur, si tu veux. Donc, je pense que Zelensky va se faire buter rapidement. Je pense que il serait pas étonnant que Biden ait un petit accident cardiaque, puisqu'il ne peut pas avoir un AVC, il n'a plus de cerveau. Donc, qui soit mis de côté. Et je pense que Macron, probablement, lui ne peut pas négocier parce que Poutine l'a déjà mis minable plusieurs fois. Donc, je pense que c'est compliqué. Et puis après avoir été le fer de lance de l'amitié ukraino-française, je pense que c'est compliqué pour lui de négocier. Et j'ai écrit il y a un mois, j'ai sorti un papier dans la lettre des Incorruptibles en disant que je ne m'étonnerais pas qu'il nomme Sarko comme négociateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que curieusement, là, on a revu Sarko revenir avec son bouquin en expliquant qu'il fallait négocier avec Poutine. Il ne l'a pas insulté depuis
comme l'a fait Macron ou comme l'a fait sa ministre des Affaires étrangères, qui est une gourde, Colonna, qui comprend rien à rien, mais qui récite son texte et qui insulte Poutine tous les jours. Donc évidemment, c'est un peu difficile après de les mettre en face pour négocier. Tandis que Sarko, qui connaît Poutine, qui est un ancien président de la République, qui en plus serait content parce que ça étoufferait un peu les petites affaires qu'il a aux fesses. Donc ça serait pas mal finalement pour négocier. Mais en tout cas, il faut changer les acteurs. Tu peux pas négocier avec les mêmes mecs qui ont passé leur temps à dire ça serait bien qu'on assassine Poutine parce que comme ça nous débarrasserait d'un gars qui nous tient tête. Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Alors peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait pas quand même que là, d'ici, on va dire, la fin de l'année ou le premier trimestre 2024, il y ait quelque chose comme ça qui se trame, parce que ça va être difficile, je te dis, de faire marche arrière maintenant, parce qu'on est allé quand même très très loin. Faire marche arrière maintenant en essayant de ne pas trop perdre la face, ça va être compliqué. Et donc, le problème, Olivier, c'est que c'est les Français aujourd'hui qui en subissent pas les conséquences de ça, un peu aussi quand même, mais qui en prennent plein la mouille aujourd'hui, concrètement. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on file quand même pas mal de thunes à l'Union européenne qui transmet au clown Zelensky. Et aujourd'hui, les Français, ils commencent, on a parlé des carburants, maintenant on parle, je voulais te citer un chiffre notamment, j'ai lu ce matin dans la Tribune que l'explosion des faillites de TPE et de moyennes grandes entreprises, ça atteignait des fermetures à plus 65% et à plus 85%. Ah mais c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours parce que c'est un bain de sang. Ah mais oui, mais t'as un double effet qui se coule, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que tu es en récession, tu as une activité qui est en train de s'effondrer, et en plus de ça, maintenant, tu as l'État qui réclame les aides Covid. Ah oui. Ah oui. Tu veux, on a interrompu les paiements d'URSSAF, etc. Et puis maintenant, il y a l'URSSAF qui arrive et puis qui dit vous me devez 70 000 balles, vous me devez 100 000 balles, etc. Comment ils font? Ils ne peuvent pas. Donc, tout ça, c'est en fait c'est la conjonction d'une inflation qui est très forte et qui a été pas du tout déclenchée par M. Poutine. C'est pas M. Poutine qui est le responsable de l'inflation. Ce qui est responsable de l'inflation, c'est toutes les conneries qu'on a faites avant. De plancher à billets, etc. Il y a un moment où ça ressort dans les matières premières et on s'en prend plein la gueule. Donc, alors que la guerre avec l'Ukraine ait fait que il y a eu un moment, un catalyseur qui a accéléré le mouvement, mais c'est pas lui qui l'a créé, le mouvement. D'accord. Je regarde d'ailleurs les cours du pétrole avant la guerre, d'accord, et tu t'aperçois qu'ils étaient déjà très hauts, ils étaient à plus de 80. Donc, finalement, on était sur les cours d'aujourd'hui. Donc, finalement, c'est pas ça qui a déclenché l'inflation. Ce qui a déclenché l'inflation, c'est toutes les conneries qu'ils ont faites avant, que les banques centrales ont faites. Et c'est ça l'inflation. C'est pas la guerre. Donc, on est aujourd'hui en train de payer les 15 années de gabegie, de planche à billets, de laisser les banques faire n'importe quoi, de dettes. Oui, on arrive au bout, quoi. Alors, moi, j'ai plein d'économistes qui ont essayé de m'expliquer, quand je faisais l'émission sur RT, qui ont essayé de m'expliquer que la dette, c'était pas grave, qu'il suffisait de l'effacer, etc. Enfin bon, visiblement, c'est pas si simple que ça et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, on est en train de le payer. Les Français sont en train de le payer. Personne n'a donné pour mission à monsieur Macron, que je sache, de rentrer en guerre avec la Russie.
Or, factuellement, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Quand on fournit des armes à l'Ukraine, quand on envoie en plus très probablement des gars des opérations spéciales, enfin bon, je suis désolé, on est en guerre contre la Russie. Donc, je ne pense pas qu'à aucun moment les Français n'aient donné un blanc-seing à Monsieur Macron pour faire ce qu'il veut. Or, Monsieur Macron brade la France, brade les grandes entreprises françaises à l'étranger. Monsieur Macron déclare la guerre tout seul dans son petit bureau à Monsieur Poutine. Enfin bon, qui à un moment va l'arrêter, ce type-là, parce qu'il est dangereux. Enfin, tu vois, il y a quand même des niveaux. Lui, il est dangereux. Il est vraiment dangereux. En plus d'être un type corrompu, mais il est dangereux. Donc, c'est ça qui est le pire. C'est-à-dire que ce gars-là peut nous emmener dans une guerre parce qu'il obéit aveuglément aux Américains, parce que c'est un ado attardé et qui a des réactions d'ado attardé. Olivier, là-dessus, je voulais t'entendre sur quelque chose aussi. Est-ce que l'État est en train de piller littéralement les caisses privées de la Girarco? Parce que ça, j'aimerais quand même qu'on en parle, parce qu'il y a quand même probablement chez nos téléspectateurs là, des gens qui sont dans le privé, et il y a quand même des François Lenglet qui commencent aujourd'hui à gueuler sévère, qui commencent à se fâcher tout rouge. Pourtant, François Lenglet ne dit pas forcément… Oui, parce qu'il sent le vent tourner et qu'il se dit qu'il n'a pas envie de se faire pendre au écourt. Tu vas en voir beaucoup. Hein, ça bascule, là, j'ai l'impression. Ça bascule un peu, hein, de plus en plus. Oui, qui vont basculer parce qu'ils s'aperçoivent quand même que ça va loin. Hein. C'est ce que je dis dans mes vidéos avec Sylvain. Je dis il n'y a plus de propriété privée, donc tu vas piquer dans la propriété privée, tu vas piquer dans le privé, tu vas piquer à Girarco. Enfin, ça fait des années que j'explique aux gens que la dette, c'est un impôt décalé. D'accord ? Quand tu t'endettes, ça veut dire que tu paieras plus tard des impôts pour rembourser cette dette. D'accord ? Donc, voilà, on y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tel niveau de dette qu'il faut aller piquer de l'argent partout. Et partout où il y en a, ils vont le piquer. Dans l'immobilier, il y en a. Il y a quelques semaines, Bruno Le Maire a fait une petite allusion sur l'assurance vie. Oui, je te confirme, Bruno, il y a beaucoup de pognon dans l'assurance vie. Voilà. Je vous rappelle que fin 2021, M. Macron avait demandé à Olivier Blanchard et à Jean Tirole de faire un rapport. Ce rapport, le thème de ce rapport, c'était quoi? C'était comment je paye mes conneries. C'est-à-dire comment je paye ces 1000 milliards de dettes que je fais patiemment depuis un moment. Eh bien, les deux économistes avaient répondu, Monsieur le Président, d'abord, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier, donc il faut aller taxer l'immobilier d'une manière ou d'une autre. Après, tu sais, il y a plein d'énarques qui sont très malins pour trouver d'autres impôts, d'autres taxes, d'autres machins, etc. Donc, il faut aller taxer l'immobilier. Et la deuxième piste, c'était l'assurance vie. Et c'était l'assurance vie en disant, voilà, dans l'assurance vie, il y a aujourd'hui plus trop d'intérêt dans l'assurance vie sur l'impôt sur le revenu de l'assurance vie ou l'impôt sur les plus-values que tu fais dans une assurance vie. Pourquoi ? Parce que si elle a plus de 8 ans, eh bien, à ce moment-là, tu payes 25% parce que je rappelle que la CSG-CRDS, maintenant, elle est à 17,2. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il l'augmente d'ailleurs. Bon. Mais donc, tu as la CSG-CRDS à 17,2 et tu as 7,8 sur les revenus et sur les plus-values. Donc, ça fait au total 25.
Bon. Et s'il a moins de 8 ans, eh ben là, c'est la flat tax à 30. Donc, entre 30 et 25, excuse-moi, enfin, il n'y a quand même pas énormément de différence. D'écart, ouais. En revanche, il y avait sur l'assurance vie, jusqu'à maintenant, il y avait 152 000 euros d'abattement. C'est-à-dire qu'on sortait l'assurance vie de l'héritage en général, de la succession générale, et on mettait un abattement à 152 000 euros. Et ils le contestaient, les deux économistes, en disant, mais ouais, c'est pas normal, on devrait le réintégrer dans la succession générale, etc. Ce qui voulait dire, en gros, il faut supprimer cet abattement de 152 000 euros. Et si tu supprimes cet abattement de 152 000 euros, si tu veux que ce soit efficace, c'est-à-dire si tu veux prendre du fric, il faut que tu le fasses rétroactivement, parce que sinon, à partir de ce moment-là, évidemment, plus personne ne souscrit à la moindre assurance vie. Bon, donc si tu veux prendre de l'argent, faut que tu le fasses de façon rétroactive. Ce qu'ils feront. Et moi, je suis persuadé que les prochaines mesures qu'ils feront, ça sera ça. Parce qu'ils ont besoin de fric. Et donc, ils vont aller taper partout. Partout où ils peuvent, ils vont aller le taper. Et je te dis, je ne suis pas étonné par le fait d'aller piquer dans les caisses de Agirc Arrco parce que c'est la seule qui soit à peu près bien gérée et qui fasse que y a des sous dedans, donc ils vont aller se servir, mais bien évidemment. Ouais, parce que c'est quand même, j'ai pas l'impression que les gens des salariés du privé se rendent bien compte de ce que ça va impliquer. Et d'ailleurs, il y avait Roland Lescure qui était chez Sud Radio hier matin, qui nous disait, mais eux, ils sont quand même formidables. Le mec te dit, ce n'est pas de la ponction, c'est de la redistribution. Nous ne vidons pas les caisses de l'Agirc Arrco. Ce n'est pas un détournement de fonds. L'État n'est pas un cambrioleur. Voilà ce que nous dit Roland Lescure, qui est ministre de l'Industrie, je crois. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il ne va pas te dire je vais piquer dans la caisse. Évidemment qu'il te dit mais c'est comme le fait de dire ah ben non, c'est pas un impôt, c'est une taxe. Enfin, c'est pareil. On prend les gens pour des cons. Enfin, je veux dire, ça sort bien de ta poche au final. Donc et c'est obligatoire. C'est pas tu peux pas dire ah ben c'est une taxe donc je vais pas la payer. Ben non, tu la payes quand même. Donc de toute façon, faut appeler les choses par leur nom. C'est un impôt quoi qu'il arrive. Ouais, mais donc, ça c'est vraiment ouais. Mais ils sont sans limite en fait. On est là depuis enfin on le sent venir depuis quand même plusieurs années où on voit les pions s'avancer petit à petit. Je te dis pour te supprimer le droit de propriété. Il n'y a plus de droit de propriété en France. C'est gravissime. Dans toutes les démocraties, tu as un droit de propriété. Ben là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, les gens qui te disent « Ah ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre immobilier ?» Ben vendez-le. S'il est encore temps de le vendre, mais vendez-le. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec un actif dont vous n'avez pas la propriété? Aujourd'hui, tu achètes un appartement, tu le loues, le type ne te paye pas, tu ne peux pas le virer. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la mairie de Paris a envie de t'emmerder, elle le fait. Et elle est toute puissante. D'accord? Tu as un immeuble, tu as Madame Hidalgo qui, à un moment, sort de soirée, et inscrit sur ton immeuble logement social 100%. Bah, ton immeuble qui valait la minute d'avant, qui valait 10 000 euros le mètre carré, il tombe à 3 500 parce que c'est du logement social. Et elle a le droit de préempter à 3 500. C'est quoi? Il y a le droit de propriété là-dessus? Non, pas du tout. Et la dernière chose, c'est ce qu'a fait Monsieur Macron et les Européens en général. C'est ce qu'ils ont fait sur les Russes, les propriétés des Russes, les bateaux, les villas, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont russes. Et c'est pas un crime d'être russe. D'accord? Donc, en dehors de toute législation, ils sont allés saisir les biens des Russes, et pas forcément des généraux russes, si tu veux, des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc, ils sont allés saisir les biens des Russes, donc ça veut dire que tu n'as plus de droit de propriété. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on va rentrer en conflit
parce que c'est la prochaine étape. Hein. En tout cas, les Américains, c'est la prochaine étape. Et comme nous, on suit forcément les Américains, ça sera la prochaine étape pour nous. Quand on va commencer à rentrer en conflit avec les Chinois, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on saisit leurs biens aux Chinois qui ont acheté des appartements à Paris, etc. Et donc, après, la suite, c'est quoi? C'est tu vas regarder M. Macron de travers ou tu vas dire que c'est un incompétent et on va te saisir aussi ta maison? Mais ça s'arrête où, cette histoire? Et c'est en dehors de toute légalité. Donc, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Et personne ne bouge, personne ne bronche, il n'y a aucune opposition. Tout va bien, on continue. Bon, donc voilà, c'est un vrai sujet, ça. Le droit de propriété, c'est un vrai sujet, un vrai gros sujet. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce qui s'est passé, par exemple, le clone de M. Macron, c'est qui? C'est le Canadien. Oui, c'est Trudeau. C'est Trudeau, oui. C'est Trudeau. Voilà, c'est le clone de M. Macron. Bon, le clone de M. Macron, pendant qu'il y a eu les manifestations devant le Parlement d'Ottawa, M. Trudeau a saisi les comptes des manifestants. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dès que tu vas ouvrir ta gueule et dès que tu vas déplaire à Monsieur le Prince, eh bien, on te saisit tes biens. Et il n'y a personne pour réagir à ça. Voilà. Alors, il nous reste encore 5 minutes. On va déborder sur l'horaire, mon cher Olivier. Merci d'être avec moi ce matin, Olivier Delamarche, dans ce grand entretien cachissime. Merci en tout cas d'être si nombreux. N'hésitez pas à partager massivement. Mettez des pouces sous la vidéo. C'est très, très important. Commentez. Et si vous le pouvez, faites-nous un don et faites découvrir la chaîne et la matinale Tox Média. Cher Olivier, 5 minutes pour parler. Tu l'as dit, personne ne bouge. Mais finalement, il y a quand même une misère en France qui est hallucinante. Je ne sais pas si tu as lu le rapport du Secours populaire. J'en parle chaque semaine à la matinale, qui est effrayant. Des millions de Français qui ne peuvent plus bouffer de viande, qui sautent des repas, qui ne peuvent plus se soigner, qui volent des dentifrices parce qu'ils ont les dents pourries. Et on se retrouve aussi avec un truc mais absolument dingue. Les Restos du Cœur, le délégué général de l'association a déclaré hier ou avant-hier à l'Assemblée qu'ils ne pourraient plus faire face, ils vont être obligés de refuser du monde en novembre. C'est absolument historique. Même les Restos du Cœur aujourd'hui, alors qu'il y en a un qui fait des repas à 6 millions à Versailles, les Restos du Cœur, par différence, eux, à 15 millions, ils ont 15 millions de trous. Tu vois. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir s'attendre à une explosion sociale parce que les gens ont faim aujourd'hui, concrètement, au-delà des problèmes du droit de propriété. Les gens en France, par millions, ils ont faim. Mais je suis effaré parce que les gens ne bougent pas. Quand les Gilets jaunes ont commencé, je te rappelle que l'essence était à 1,40. Aujourd'hui, elle est à plus de 2, et ça depuis un moment, hein, c'est pas juste hier. Hein. Elle est à plus de 2 depuis un moment. Le fuel, c'est pareil, tu le payes à un prix possible. Tu as vu qu'il voulait aussi visiblement se faire les derniers agriculteurs, puisqu'il veut. Avec le GNR. Donc, il en restait 400 000, parce qu'ils en ont quand même arrêté 1 million, hein, il y avait 1 400 000 agriculteurs avant les années 2000. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 400 000, et je pense qu'il est en train de faire ce qu'il faut pour zigouiller les 400 000 qui restent. Enfin, on est quand même sur quelque chose. Sur les Restos du Cœur, c'est pour ça que ça me fait bondir, si tu veux, quand j'entends Bruno Le Maire qui se félicite d'avoir fait baisser le chômage. En fait, c'est une vraie saloperie, ça, parce que franchement, en fait, le problème, c'est que quand tu sors des radars, donc quand tu te retrouves au RSA, etc., tu n'es pas compté comme chômeur. Ben oui. Et donc, évidemment, si tu veux, tu as plein de gens qui ont basculé dans une précarité pas possible, avec des gens qui se retrouvent à la rue, etc. Et ces gens-là ne sont pas comptés comme chômeurs. Alors, quand ce gars ose se féliciter en disant on a fait baisser le chômage, je ne sais plus à combien, en fait, le chômage, il est encore le vrai chômage, si tu comptes les gens qui demandent des allocations chômage, plus le RSA, plus
les gens qui sont en temps très partiel et non voulu. Ouais. Hein, et auto-entrepreneurs aussi. Voilà, et qui n'arrivent pas à se faire des salaires, etc. Avec des gens qui se sont ubérisés, c'est-à-dire qui ont monté une TPE très petite, enfin Uber, et qui n'arrivent pas à se faire un salaire non plus, etc. Donc, si tu cumules tous ces gens, tu n'es pas à 7,1% de chômeurs, tu es à plus de 20%. Ouais. C'est ça la réalité, si tu veux. Sauf que il y en a évidemment qui sont sortis complètement des radars et justement se féliciter de ça, c'est dégueulasse. Bon, merci beaucoup, Olivier Delamarche. On arrive à la fin de cet entretien. On l'a dépassé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux ce matin. Tu es cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles. Allez voir ce que fait Olivier. C'est très intéressant. Et tu as un family office à Genève. Et tu viens nous annoncer ce matin que tu te barres de France parce que tu en as ras la casquette. Parce que j'en peux plus. Je les supporte plus. Voilà, donc c'est bon. J'ai fait ma part. J'en ai marre de payer des impôts pour qu'il les donne à Monsieur Zelensky. Moi, si tu veux, ça m'a jamais posé problème de payer des impôts à partir du moment où ça servait à quelque chose. Donc, si je pouvais me dire qu'il y avait moins de gens dans la rue parce que tu payes des impôts, je trouve ça très bien. Ou que les infirmières étaient mieux payées parce que tu payes des impôts, je trouve ça très bien. Mais il y a un moment où, si tu veux, moi, pour que ce soit Madame Zelensky qui se paye des bagues chez Cartier, ça me gonfle. Voilà. Oui, mais c'est tout à fait légitime, en tout cas, et ô combien je te comprends. En tout cas, merci Olivier d'être passé par les studios de la matinale Tocsin pour ce grand entretien. On te souhaite bon vent, on va continuer à se parler, mais bon vent en Suisse. Et suivez d'ailleurs Olivier Delamarche sur Twitter. Si vous avez Twitter, vous allez voir, ça envoie du lourd, Olivier Delamarche. Ça fait crisser des molaires. En tout cas, merci Olivier. Je te souhaite une excellente journée. Merci à tous d'avoir suivi ce grand entretien. N'hésitez pas à partager, à liker. Faites-nous un don parce que nous, on n'a pas l'argent de l'Union européenne ni de Zelensky. Donc, c'est vous qui pouvez nous financer. Voilà, chers amis, merci beaucoup.